Bien. Bonjour Laetitia. Activer. On va faire un petit test. Donc, bonjour pour les gens qui regardent le replay. Donc, vous êtes bien à la conférence Le paquet marque, un levier d'innovation pour créer des marques originales, InnoPegasi. Et donc, là, on attend petit à petit les participants qui arrivent, puisqu'il y en a normalement quelques-uns. Alors après, comme j'ai envoyé le lien vers le replay, peut-être des gens ne viendront pas et regarderont le replay. Laetitia, est-ce que tu peux me faire un petit coucou? Ah, super. Bonjour Sabine. Coucou Sabine. Bienvenue. Merci. Alors, Laetitia. Est-ce que Laetitia, on t'entend ou pas? Alors, tu m'entends, oui. Et du coup, est-ce que tu peux... tu me vois aussi. Et du coup, est-ce que tu peux prendre la parole ou pas? Tu m'avais dit que ça ne marche pas forcément. Non, a priori. A priori, ça ne marche pas très bien. Eh ben, c'est pas grave. On utilisera le chat si tu as des questions, Laetitia. Il n'y a pas de souci. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, il y aura une visio, un replay, pardon. Et donc, là, pour le live, j'attends encore. On va attendre progressivement que les gens arrivent. Et voilà. Bon, Laetitia, tu peux rester comme ça et puis tu pourras utiliser le chat pour poser tes questions si besoin. Voilà. Donc, normalement, j'ai une petite dizaine de participants en live. Et puis, j'en ai d'autres en différé. Donc, comme je disais avant que tu arrives, Sabine, peut-être que les gens qui sont inscrits pour le live vont privilégier le différé, le replay. Donc j'attends un petit peu. Voilà, Aurore qui arrive. Coucou Aurore. Martine. Salut Aurore, ça va? Ça va et toi? Oui, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas qui est déjà là. Ouais, à quelques personnes. Aurore, Laetitia, Sabine. Et puis il y a Martine qui est en train de se connecter. Et du coup, je vous remets en mode muet. Bonjour Martine. Affichage galerie. Coucou Martine. Ah Martine, tu t'es mis en mode je me cache. Ça marche. Non, c'est que je suis à contre-jour. Bonjour. Ouais. On aurait dit un X-Men avec les cheveux blancs comme ça, c'est celle qui envoie des éclairs. Non, tout va bien, je n'envoie pas d'éclairs. On n'envoie pas d'éclairs, enfin, sauf si on t'agace un peu, quoi. Oui, comme tout le monde. Ouais, ça marche. Donc, j'attends encore quelques minutes puisqu'il y a d'autres inscrits pour le live et puis après, on pourra démarrer. Donc, je vais mettre Laetitia. Non, c'est bon. Donc, de toute façon, oui, toi, tu es bon. OK. Alors, tac. Donc, on va parler de branding, de marketing, d'innovation. On va parler un petit peu de juridique. On va parler de créativité.
Et on va parler de marques multisensorielles. Voilà. Tout ça, juste pendant 1 heure et demie. On finit au plus tard à midi et puis on finira plus tôt si on a fait le tour. Alors, je regarde parmi. Ouais, j'en ai d'autres là qui doivent arriver. Alors, il manque Ti, Waisin, André. J'aurai des petits messages. Alors, Waisin. Tac. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Tac. Ok. Et avec d'autres. Alors, non. Il y avait aussi. Voilà. C'est lui. Tac. Ok. Hop. C'est quoi ça? Ah, ok. Ah, oui, c'est vrai. Ok. Hop. Forcément, si j'envoie pas les liens à tout le monde, risque pas d'arriver. Alors, c'est bon. C'est quoi ça? Ok. Ah oui. Tac. Voilà. Alors, est-ce que ça arrive? On va démarrer dans quelques instants. Allez, à 40 max, on démarre. Et puis tant pis pour les retardataires ou les absents. Il y aura le replay. Tac. Hop. Bon. J'ai fait ce qu'il faut normalement. C'est incroyable. Ça intéresse tellement que j'ai même des concurrents qui veulent venir écouter. Alors. Tu les inspires. C'est ça. Chanson de succès. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir ce matin, cette petite conférence. Alors, c'est un peu intimiste. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien fait de dire qu'il y aurait un replay, parce que du coup, les gens qui devaient être présents au live, il y aura un replay, j'écouterai plus tard. Ah, c'est Yati qui arrive. Voilà. Bonjour, Ti. Ah, ben voilà. Tinmar Yutel. Ah, bah, ça, c'est peut-être. Ah oui, ça, c'est Martin, je pense. Ouais. Ah, bah voilà, les gens arrivent, c'est cool. Bonjour, Ti. Ti, il faudrait que Ti, tu es en train de te connecter à l'audio. Et puis, Martin. Oula, comment ça va du monde. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin, bienvenue. Et puis, Waisin qui se connecte. Alors, attendez, il y a. Ouais, voilà. Hop, super. Coucou, Waisin. Hello. Hello, welcome. Merci. Et puis, je vois quoi. Et puis, il restera encore André, mais bon, on va démarrer. Alors, oui, j'arrive. Alors, Ti. Voilà. Bonjour, Ti. Je ne sais pas si tu m'entends. Je pense que oui. Ah oui, j'ai coupé le micro. J'espère que tu ne m'entends pas. J'entends en tout cas. Ok, super. Bon, tu as le droit de montrer ton visage et de faire un petit coucou, Ti. Hein. N'hésite pas.
Voilà. Donc, on va être… il y a quelques absents parce que j'ai communiqué sur le fait qu'il y aurait un replay. Donc, j'imagine que les gens se disent qu'ils pourront voir ça plus tard. Et on va démarrer. J'ai dit qu'à 40, je démarrais. Je laisse une dernière minute pour les retardataires et puis on va démarrer. Alors, désolé Martin, je ne comprends pas parce que j'ai envoyé un mail à travers la plateforme de billetterie, un mail de confirmation. Et normalement, tu as dû recevoir un mail assez générique. Billet web, ça ne te parle pas, ça? Si, j'ai reçu ça, mais il y avait bien la facture, il y avait tout ce qui allait avec, mais pas de lien Zoom dedans. D'accord. Alors, tu as dû recevoir le mail automatique, mais tu n'as pas reçu le mail que j'ai… voilà. Après, ça peut arriver dans les spams aussi. Je me suis inscrit à 5 minutes. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah, si tu t'es inscrit il y a 5 minutes, c'est sûr que tu ne pouvais pas recevoir le lien. Ça marche. Voilà. Ok, bah, bienvenue en tout cas. Et puis, donc un confrère de la com de Nantes, alors. Exactement, en fait, moi je dirige une agence qui s'appelle Madame Colombo, qui est une agence de marketing opérationnel. Et on est en train de monter un collectif d'agences qui s'appelle Looping, où on regroupe plusieurs agences de différentes compétences. Une agence de packaging, une agence spécialisée en com B2B, une agence spécialisée en design industriel. Et on va venir nourrir ça aussi avec des talents en plus qui vont venir compléter nos compétences, dont Sabine fait partie, par exemple, des personnes qui vont venir nous rejoindre bientôt. Donc, c'est tout neuf, on a à peine fini les travaux et on vient de s'installer dans des beaux bureaux avec vue sur la Loire, qui sont magnifiques. Ok, Voilà. super. Merci pour la présentation, Martin. Bon, eh ben, écoutez, on va démarrer. Et puis, tant pis pour les retardataires, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Sujet à définir. Ok. Tac. Juste, je me permets juste une remarque. Si j'ai un ou deux collaborateurs qui viennent assister, ça t'embête ou pas du tout? Bah, c'est pas un souci, c'est juste que l'événement est payant et que ça a un prix par personne. Voilà. En théorie, c'est un billet par personne. Donc, Okay. Donc voilà, je te donne juste cette information-là. Et après, comment dire, je ne vais pas être rigide. Donc, si tu as un collègue qui veut venir et tout, c'est OK. C'est juste que sur le principe, voilà, le principe, c'était ça. Je vais pas l'interdire, c'est OK. OK. Ben, je te propose de couper ta caméra. Le son n'était pas super bon hein, pour info, Martin. Là, ouais, ça marche. Bon, eh ben, c'est parti, on va démarrer. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, on est ensemble jusqu'à midi grand max. Donc, pour parler du projet marque et de l'innovation autour de ça. Partager l'écran. Hop. Voilà. Si à tout moment, vous avez besoin de poser des questions, ou de faire un commentaire, utilisez le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat. Hop, voilà. Quand vous utilisez le chat, vous avez un petit menu déroulant où vous pouvez chatter avec quelqu'un en particulier ou avec tout le monde. Voilà, pour information. Donc, vous pouvez cliquer d'abord là-dessus et ensuite vous chattez avec tout le monde. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Vous voyez, tout le monde voit bien. Vous pouvez me faire un pouce levé. Vous voyez bien les slides? C'est bon? Ok, super. Alors, bah, écoutez, merci d'être présent. Alors, moi, je suis… le petit pouce levé de Martine, super. Moi, je suis ravi de vous annoncer en fait que je reprends les conférences Inno-Pégasi parce que il fut une époque où on en faisait très régulièrement.
où j'avais un collectif. En fait, on a été jusqu'à 40 en fait, consultants, formateurs, puis différents professionnels, où j'hybridais le marketing avec d'autres disciplines. Il y a eu un collectif comme ça qui a vécu pendant 4-5 ans. Et puis, depuis quelques années, je suis à nouveau en solo. J'ai laissé le collectif et il y a le noyau dur qui a continué sans moi en mode co-développement et tout ça, et très bien. Et donc, j'ai essayé de reprendre les conférences et donc probablement aussi en présentiel et puis online. Donc, je pense que je vais animer une conférence à Nantes ou en visio tous les 3 mois. Il y en aura donc une en début d'année prochaine. Petite information, ce que je vous demanderais, c'est de ne pas faire d'enregistrement vidéo de vous-même, de ça. Je préfère avoir le contrôle là-dessus et de toute façon, il y aura un replay. Donc, pas d'enregistrement vidéo ni audio. Par contre, il y aura bien le replay. Je vous enverrai le lien demain ou après-demain. Et puis, il est possible que je fasse des petites photos juste pour ensuite communiquer sur Facebook. Alors, en visio, ça veut dire faire des screenshots. Donc, juste si ça pose problème à quelqu'un qui me le dise. Merci, Martin. Oui, comme les médias. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué avec eux. Ouais, à voir. Ça marche, merci pour l'info. Ok, alors moi je vais me présenter brièvement pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas encore très bien. Donc au-delà du fait que j'ai plusieurs casquettes, là si la curiosité vous pique, vous pourrez aller voir sur LinkedIn. Dans le cadre de ce matin, je suis donc consultant, formateur, conférencier et auteur en marketing, en branding. Je suis expert en stratégie de marque et je suis spécialisé notamment en naming, donc en création de noms de marque. Et j'aime bien dire que je suis, depuis une dizaine d'années, je suis devenu un cavalier de la propriété intellectuelle. Petit jeu de mots par rapport à l'identité de marque d'Ino Pegasi. En fait, je suis passionné de la propriété intellectuelle depuis une vingtaine d'années. Et je suis autodidacte en fait depuis une dizaine d'années. J'ai créé et accompagné plusieurs dizaines de marques. Et puis j'ai fini par me former en fait officiellement, un peu en mode VAE, au droit des marques au niveau expert en février de cette année auprès de l'INPI. Ça vient un peu asseoir les choses. Alors c'est rigolo parce que j'étais entouré soit de directeurs de marque de grands groupes ou alors de juristes, et il me dit mais c'est quoi ça? J'étais un peu l'électron libre. Donc c'était amusant et ça vient valider mes compétences de juriste en fait sur ce plan-là. Donc ce matin, on va phosphorer ensemble sur tous les leviers de créativité qui sont liés aux nouvelles formes de marque proposées depuis ce qu'on appelle la loi Pacte et le paquet marque, puisque la loi Pacte, c'est quelque chose de gouvernemental, d'officiel, de public. Et puis, on a un objet dans le domaine du marketing, dans le domaine du branding, qui s'appelle le paquet marque. Donc, je ferai un point là-dessus juridique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dizaine de nouvelles formes de marques qu'on va pouvoir créer, déposer et valoriser. À savoir, et on les verra en détail, les marques déjà existantes, marques verbales et marques des marques de forme. Alors, je vois ma connexion est instable, donc si jamais il y a des micro-coupures, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Marques de forme, des marques holographiques, des marques de motifs, de couleurs, des marques sonores, des marques de mouvement, des marques multimédia et des marques de position. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous donner ma définition en fait du mot marque, parce que souvent la définition elle est assez limitée aux attributs de la marque, c'est-à-dire le nom qu'on lui donne et l'image qu'elle a et l'identité visuelle qu'elle a. Donc, c'est-à-dire son nom de marque et son logotype. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, pour moi, la définition de la marque, c'est pour ça que je donne l'exemple d'Airbnb parce que c'est pour moi assez parlant. Pour moi, une marque, c'est l'ensemble des expériences vécues par une cible sur tous les points de contact. Donc, ensemble des expériences vécues par une cible sur tous les points de contact. Si on prend l'exemple d'Airbnb pour illustrer ma définition,
Airbnb, la marque Airbnb, c'est peut-être effectivement le logo, c'est peut-être ce cœur inversé avec la symbolique de la maison, de l'habitat, du lien entre les gens. Donc, effectivement, un logo que moi je trouve assez fort, etc. Mais la marque, ça va au-delà. La marque, ça va passer aussi par toutes les étapes du processus d'avant-vente, du processus du cycle de consommation du produit, du service, etc. Donc, ça veut dire que si Airbnb a un capital sympathie en termes de marque très fort, un beau logo, un joli nom, fait des pubs sympas, un site web sympa, c'est déjà très bien. Mais si, en fait, en tant que client, quand j'arrive dans un logement et que le logement, il est pourri, il est dégueulasse et qu'on ne m'a pas prévenu, qu'il y a des frais cachés que je n'étais pas au courant, que je veux annuler à cause du Covid et qu'on me dit que finalement 50% reste n'est pas remboursé, etc., etc. Donc ça, ce sont des expériences. Et donc, c'est bien l'ensemble des expériences qui constituent la marque. Alors, pour ce matin, je vais commencer par vous transmettre en fait ma méthodologie de naming. Donc, c'est un sujet à part entière dans la conférence qui va avoir l'originalité d'associer des techniques de marketing, de créativité et des compétences juridiques. Donc, c'est pour ça que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'experts en fait, équivalents par rapport à ça, parce qu'à part des agences de naming qui sont basées à Paris ou à Lyon, ou quelques-unes ailleurs, mais en général, voilà, quelqu'un qui va avoir la possibilité d'associer le marketing, le créatif et avoir des compétences de juriste, ben, on n'est pas nombreux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, parce que ça demande pas mal de rigueur et il fallait expliquer aux clients comment on allait travailler. Donc, on va voir qu'il y a 12 étapes et qu'il y a à la fois une grande première phase marketing créative et ensuite une grande phase de validation juridique. Donc, sur l'aspect marketing, on va commencer par après je vais vous détailler par un brief, c'est assez classique, analyser le modèle de l'entreprise ou de l'organisation. On va faire un comparatif chez les concurrents ou dans l'univers d'activité. On va avoir une ou plusieurs séances de créativité. Ensuite, je vais produire des noms qui vont être épluchés, sélectionnés, puis validés, et le client devra retenir ce que j'appelle un tiercé. Et on comprendra après pourquoi. Puis ensuite, il y a la phase de validation juridique, où là, on va, dans un premier lieu, sur le nom préféré, faire des recherches d'antériorité à l'identique sur l'expression exacte. On verra que ce n'est pas trop problématique à cet endroit-là, mais c'est plutôt ensuite quand on va aller analyser des recherches de similitude, où là, en fait, ça devient épineux et c'est là où il y a une valeur ajoutée très forte sur l'expertise que moi je peux proposer, ou que de façon générale, les CPI, les avocats qui sont plus compétents que moi, évidemment, interviennent. Alors, en premier lieu, on commence par un brief marketing. Donc, vous n'êtes pas tous des professionnels du marketing de la com, donc pour ceux qui sont de la partie, rien de nouveau sous le soleil. Mais en gros, on va se poser tout un tas de questions sur des questions essentielles. Voilà, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Je vais poser des questions sur quelle est l'entreprise, quelle est son histoire, sa culture, quelle est la culture des dirigeants, quel est le modèle de gouvernance, et puis quelle est la vision de la direction pour l'entreprise, quelles sont les valeurs de la boîte, les missions, donc les prestations qui sont vendues, les produits, les services, les ambitions aussi des dirigeants, les ambitions de l'entreprise. On va évidemment aller voir la concurrence, qui sont les concurrents, qui sont les acteurs du marché, quels sont les enjeux macroéconomiques au niveau du marché, c'est un peu ce qu'on appelle le SWOT, quelles sont les opportunités, les risques,
les points forts, les points faibles, et bien évidemment, qui sont les clients, les consommateurs. Voilà. Donc, on va très vite savoir si on est en B2B ou en B2C, si voilà, l'entreprise vend à des entreprises ou des professionnels ou à des particuliers. Est-ce qu'on vend du produit? Est-ce qu'on vend du service? Donc, on va explorer comme ça toutes ces questions essentielles au positionnement, au mix marketing. Suite à cette réunion, en fait, moi, je vais analyser derrière le modèle économique. Donc, je vais une phase de digestion et d'infusion. Donc, je vais m'approprier le sujet et je vais aller explorer, bien évidemment, parcourir les outils de communication, les campagnes de pub, tout ce que je vais pouvoir trouver en com externe sur mon client. Et puis peut-être parfois faire des interviews avec des personnes en one-to-one pour aller plus loin. Là, je vais avoir un client là, qui devrait conclure, là où on est sur la refonte, pas la refonte, la fusion de plusieurs études de notaires, 6 études de notaires qui se mettent ensemble pour faire une méga étude et avec des cultures, des tailles très différentes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et il faut nommer la nouvelle étude. Donc là, il va s'agir pour moi de sentir la culture de chaque étude pour faire consensus au niveau de la future identité de marque. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail de précision pour mon amie Aurore qui fait un petit peu de photos, voilà, petit clin d'œil. On va faire des zooms, des dézooms, vraiment des focus sur tel ou tel sujet stratégique de l'entreprise, sur les enjeux. Ensuite, le benchmark. Donc, là, il n'y a pas de… J'ai décidé de ne pas faire de livrable. Donc, en fait, je vais, de mon côté, je vais bien sûr demander pendant le brief les concurrents. Alors, ce qui est assez aberrant, c'est que moi, j'ai accompagné depuis… Ça fait 16 ans que je suis indépendant. À la base, je suis graphiste, je suis dans la com. J'ai accompagné plus de 500 projets en 16 ans, donc c'est énorme. Et en fait, j'ai constaté avec beaucoup d'étonnement que il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas leurs concurrents. Qui ne connaissent pas leurs concurrents, c'est hallucinant. Je ne sais pas, Martin, si tu partages ça, si tu as constaté ça aussi, mais c'est fou, quoi. Et donc, on fait le job à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais, moi, aller voir les concurrents. Et puis, quand on parle de benchmark concurrentiel ou sectoriel, ouais, ça dépend des secteurs, ouais, c'est vrai. Et au niveau qu'est-ce que ça veut dire sectoriel? Ça veut dire que en agro, ils connaissent, ouais. Sectoriel, ça veut dire que ça part de la zone de chalandise. C'est un terme de marketing. La zone de chalandise, c'est quoi? C'est l'étendue géographique où sont basés vos clients. Donc, quand on fait un benchmark concurrentiel, on va aller voir les acteurs, les gens qui vendent des prestations comparables à ce que vous proposez pour répondre aux mêmes besoins, donc ont des clients potentiellement identiques sur le même territoire. Et quand on est sur un territoire lointain, eh bien, c'est plus des concurrents, c'est des confrères. Et là, on est plus sur une démarche comparative sectorielle. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, si par exemple vous vendez des canapés en Alsace, ça peut être intéressant de savoir comment on vend des canapés en Autriche, aux États-Unis ou en Allemagne. Et là, en fait, mon benchmark, il va être focalisé sur le naming. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des tendances de naming par secteur d'activité. Je vous donne 2 exemples classiques. Si vous prenez que ce soit les professions réglementées type avocat ou études de notaire, comme le secteur BTP, vous avez beaucoup d'acronymes qui sont les initiales des dirigeants historiques. Donc, vous avez PQR, cabinet d'avocats, vous avez etc. Ça, c'est des tendances. Et puis, dans un autre registre plus artisanal, vous avez ces artisans coiffeurs qui sont au demeurant très sympathiques, mais où là, on a un florilège de mauvais goût, de jeux de mots, où voilà, on a vraiment des noms de salons de coiffure qui sont parfois très, très drôles, mais avec des noms vraiment qui frôlent le ridicule. Et ça, c'est un peu… c'est amusant. Et en fait, donc, on a des tendances par secteur d'activité. Donc, je vais aller explorer ça.
Voilà, plein de couleurs. Donc, suite à cela, donc, je vais faire une ou plusieurs séances de créativité. En général, une suffit. Après, en fonction de l'enjeu et de la taille, on va avoir plusieurs séances. Donc, l'objectif de la séance de créativité, il est clair. Il est en fait de faire émerger 1 à 2 idées de noms qui, globalement, plaisent à la majorité. Cette séance de créativité, elle est faite avec plusieurs personnes côté client. Moi, j'aime bien les inviter aussi à faire venir 1 ou 2 de leurs propres clients ou un partenaire. Et puis aussi, j'aime bien péter les cloisons, décloisonner en termes de service et de hiérarchie. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est comme quand je travaille sur les valeurs, j'adore mélanger en sous-groupes de 6-7, je peux mélanger vraiment la hiérarchie et les secteurs. Donc, je peux avoir le PDG avec un ouvrier, avec l'assistant RH et puis le stagiaire à l'accueil. Et puis, dans un autre groupe, on va avoir le directeur marketing avec le DAF et puis le deviseur et puis le chef d'usine, quoi. Donc, on va, voilà. Et d'ailleurs, quand j'interviens dans des entreprises, ce qui est assez amusant, c'est que les gens se sont parfois jamais vus, en fait. C'est jamais travaillé ensemble, voire jamais vus. Donc, c'est l'occasion aussi, voilà, de prendre la température. Et quand on travaille comme ça sur l'identité d'une entreprise, pour lui donner un nom, ou l'identité d'un produit ou d'un service, voilà, avec mon approche, en fait, malgré nous, même si ce n'est pas le but, ça donne aussi un baromètre social de l'entreprise. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça fait émerger d'autres sujets. Mais je digresse. Alors, je reviens sur la séance de créativité. Cette séance de créativité, j'utilise différents outils qui sont issus pour certains du design thinking ou des méthodes agiles. Puis j'ai mes propres outils. Voilà, j'aime bien les démarches ludiques. Donc, ils sont souvent étonnés. Voilà, plus c'est ludique, plus ils sont déstabilisés et plus moi, je peux aller faire appel à leur subconscient et aller bosser sur de la symbolique, hein, et faire émerger du sens collectivement. Donc ça, c'est chouette. Ça dure en général 2h30. Donc, bon, ça perturbe certains, ils ne sont pas toujours tous à l'aise. Donc après, là, du coup, quand c'est comme ça, j'ai ma casquette de facilitateur, d'animateur. On va ensuite, moi, je vais travailler de mon côté je vais digérer le fruit de l'atelier et je vais proposer 10 propositions de noms qui sont ensuite présentées au client, qui doit en choisir de façon très stratégique, hein, comme ce hibou, cette chouette, je ne sais plus. Et donc, je vais demander au client de valider 3 noms de marques préférées. Parce qu'on va avoir besoin de cela pour la suite sur la validation juridique. Et quand c'est bon, on a bien une validation stratégique. Alors, ça peut arriver que sur les 10 noms, il n'y en ait pas 3 qui fassent l'unanimité. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je prends ma part de responsabilité et du coup, sans surcoût pour le client, je vais reproposer, retravailler sur 5 nouveaux noms de marques. Voilà. Et là, la plupart du temps, ça marche bien. Puis si ça ne marche pas bien, du coup, c'est qu'il y a un problème côté client aussi. Et du coup, s'il veut plus de travail, je facture. Et donc, on a notre tiercé. Et c'est là où on bascule sur la validation juridique. Alors, pour plaisanter un peu, sur le sujet de la validation juridique, à l'époque où on pouvait encore se présenter à l'INPI pour des problématiques de marque ou autre, très souvent, quand les gens arrivaient à l'INPI, parce que maintenant, on sait qu'il n'y a plus de bureaux comme ça, d'accueil comme ça libre. Et en fait, souvent les gens venaient avec leurs gros bras musclés. Souvent, c'était plutôt des hommes la plupart du temps qui viennent et puis qui disent ouais, il y a quelqu'un qui veut s'appeler comme moi et en fait, je vais l'attaquer. Vous allez me dire ce qu'il faut que je fasse. Moi, j'utilise ce nom marque depuis très longtemps et donc, je vais l'attaquer. Je vais demander des dommages et intérêts, etc. Donc, en général, ils arrivent comme ça, puis ils repartent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, ils repartent la queue entre les jambes parce qu'il y a plein de trous dans la raquette et ils ont plein de failles. Et en général, dans 90% des cas, ils n'ont pas fait le job correctement en termes de stratégie pays.
donc propriété intellectuelle. Et donc, ils n'ont pas fait ce qu'il faut en amont. Et donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire en amont. Tu ne checkes pas la cible avant. Alors Martin, tu me dis, tu ne checkes pas la cible avant. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Ça, je vais te répondre. Ouais, tu le fais par écrit, super, ça marche. C'est quand on parlait de benchmark sectoriel. Avant le brainstorming. Alors, le brainstorming, tu veux dire la séance de créativité ou tu parles du brief? La séance de créativité? Ah oui, est-ce que je ne check pas la cible avant? Ah, la cible, tu veux dire les clients? Je ne m'intéresse pas aux clients, c'est ça? Aux clients de mon entreprise, de mon client? Ça, je vais le faire, c'est dans l'analyse, en fait. C'est à cet endroit-là. Ce sujet-là, il intervient là, en fait, au tout début. C'est-à-dire après avoir fait le brief, je vais analyser le modèle et bien évidemment, au-delà du benchmark, c'est à cet endroit-là que je vais aller explorer les clients de mes clients, bien sûr. Ça répond à ta question, Martin, ou pas? Alors en fait, je ne vais pas utiliser de persona, je vais pas utiliser de persona à cet endroit-là. Non, je ne vais pas utiliser de persona à cet endroit-là. C'est les personas, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est les portraits robots en fait qu'on va faire des différents segments clients. Et c'est une technique de design thinking. Et c'est quelque chose que je vais plutôt utiliser à un autre endroit, sur un autre type de prestation, quand je dois accompagner en séminaire, par exemple, sur les valeurs, sur travailler sur les valeurs et sur les missions. Vision, mission, ambition. C'est vrai que c'est à cet endroit-là. Voilà. Mais je pourrais en fait effectivement travailler plus précisément sur les clients. Bon, j'ai pris le parti, Martin, dans cette méthode, de me focaliser, de me concentrer plutôt en interne, sur l'identité de l'entreprise, vraiment sur leur ADN et plutôt à une démarche égocentrée pour le client et pas sur les profils en fait. Donc c'est vrai que on pourrait en fait avoir une stratégie de marque qui serait de nommer, trouver un nom de marque qui va être évocateur pour les clients. Et là, c'est mon parti pris. Pour moi, c'est une vision même presque philosophique. C'est-à-dire qu'on attire à soi les clients qu'on mérite et on attire à soi ce que j'appellerais nos clients d'âme. Et donc, c'est là où moi, ma vision du marketing, elle est holistique, elle n'est pas purement financière et business. Et donc, je préfère me focaliser sur une démarche qui va faire émerger un nom de marque qui parle vraiment très fortement à l'intérieur de l'entreprise, aux salariés, aux dirigeants, à toutes les strates. Et en priorité ça, plutôt que d'aller faire des focus group, par exemple, avec des clients, comme on pourrait le faire, ou travailler sur des personas, et en fonction des personas, influencer le naming. Voilà. Ce qui serait tout aussi pertinent. Mais là, du coup, je dirais que c'est un peu un parti pris que j'ai. Voilà. C'est bon pour toi, Martin? Ok. Donc, validation juridique. Première étape de la validation juridique, on va prendre le nom préféré. Donc, si par exemple, on veut vendre du savon de Marseille, imaginons, on veut vendre du savon de Marseille et le nom préféré numéro 1, ça va s'appeler Savonnade. Voilà, on va appeler ça Savonnade. Donc, Savonnade, donc, on va chercher à l'identique. Donc là, je vais aller chercher le nom exact. Je vais le chercher sur les bases des marques de l'INPI. Donc, il y a un site gratuit qui s'appelle Ici Marque, au pluriel, qui a changé de nom depuis, Ici Marque. Et donc, vous pouvez interroger la base des marques de l'INPI. Ça vous permet à l'identique de voir tout de suite, en quelques secondes, s'il existe déjà des marques déposées en France et des marques de l'Union européenne qui sont déposées à l'identique. On va aussi aller voir les noms d'entreprises sur les sites que vous connaissez, type Infogreffe, Euridil, Société.com, etc. Pour aller voir les noms de sociétés, les noms d'entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, etc. Pour aller voir aussi si à l'identique, ça existe déjà ou pas. Ça, c'est les deux gros morceaux.
Et puis après, moi, je vais compléter avec des recherches au niveau du nom de domaine. Quand le projet de marque est un nom composé, je vais chercher en .fr et en .com le nom. Si c'était savonnade bleu, on va faire savonnade bleu tout attaché ou savonnade-bleu, voilà, .fr, .com. Donc, je vais regarder. Bien sûr, Google, hein, je vais googliser le nom pour voir déjà ce qui émerge, qu'on peut trouver des choses. Et tout ce qui est pseudonyme de réseaux sociaux. Je vais prendre la dizaine de plateformes sociales les plus utilisées, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta, Pinterest, etc. YouTube, et je vais aller voir s'il y a déjà des comptes de réseaux sociaux qui ont pour nom de pseudonyme, en fait, le projet de nom de marque. Et puis enfin, je vais aussi aller voir les registres d'associations, les registres de fondations et de fonds de dotation. Puisqu'il y a eu des cas de jurisprudence très intéressants. À côté de moi, je suis à Nantes, hein, donc à côté de moi, là, à Angers, en fait, il y a quelques années, il y avait un énorme parc, voilà, un énorme projet de parc floral, etc. Et en fait, ce parc, donc c'était la ville qui menait le projet avec une grosse agence de com. Et ils se sont fait ils se sont fait attaquer par une association à Angers dont le nom était identique au projet du nom du parc. Et donc, par principe de spécialité, ils ont essayé de s'en sortir, etc. Mais ils ont été obligés de changer de nom parce qu'on était quand même sur on verra les détails, des classes de produits et services identiques. Et donc, c'est ce que permet une marque, c'est d'avoir le monopole, à l'identique ou par similarité, le monopole sur une expression, sur des classes précises de produits et services. Donc, il ne faut pas oublier les noms les registres d'associations. Dans 90% des cas, si on a bien fait le travail en amont, dans 90% des cas, ça passe tranquille, ça passe crème et on n'a pas de souci et on peut passer à l'étape d'après. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai lancé il y a 5 ans Marque Subjective, hein, qui est une de mes casquettes, donc un mouvement de développement personnel pour aider les gens à être heureux dans leur vie en trouvant leur talent. Ça parlait de personal branding. Puis quand j'ai lancé ça, c'était vraiment du personal branding. Il n'y avait pas de vision spirituelle, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, je voulais, dans mon nom de marque, je voulais l'expression personal branding. Et en fait, il y a une femme en France qui a eu l'audace de demander, de faire une demande d'enregistrement de marque sur l'expression descriptive, en fait, personal branding. Alors, il faut savoir qu'au fil du temps, les examinateurs de l'INPI, peut-être à un instant T, peuvent accepter d'enregistrer une marque à un moment donné, puis quelques années plus tard, de ne plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notamment, si en fait le nom de marque est uniquement descriptif, on n'a pas le droit, ce n'est pas déposable. Si par exemple, vous vendez des crayons jaunes, vous ne pouvez pas déposer la marque crayon jaune. Juste en marque verbale, crayon jaune, c'est peu probable que ce soit accepté parce que historiquement, la plupart des crayons de bois étaient en jaune et donc ça devient quelque chose d'extrêmement générique. Et donc, pareil, vous ne pouvez pas déposer chaise, le mot chaise. Sauf si c'est pour vendre autre chose que des chaises. Si c'est pour vendre par exemple des gourdes comme ça, isothermes, et vous appelez ça chaise, c'est OK. Si vous voulez appeler chaise pour vendre des chaises, ce n'est pas OK. Il y a des termes aussi bio, comme par exemple le terme bio. Au début, ce n'était pas commun, ce n'était pas un mot commun. Donc, on pouvait utiliser le mot bio dans un nom de marque et c'était OK. Maintenant, c'est devenu très, très commun, donc ce n'est plus autorisé. Et là où ça a été astucieux pour cette consultante, c'est que le terme personal branding n'était pas encore connu. Ce n'était pas un terme connu du grand public. Et donc, ils ont considéré que comme c'était en anglais, ça a beau être quelque chose de purement descriptif, comme c'était en anglais, ça passait, ça avait assez de caractère distinctif. Donc, ça a été déposé. Et ce qui fait que cette personne-là, elle a le monopole. Voilà. Et marque subjective ne devait pas s'appeler marque subjective. Marque subjective devait s'appeler marque personnelle, qui était la traduction française. Et comme c'était clairement un risque de confusion, etc., et que je voulais aussi être honnête par rapport à cette indépendance, je ne voulais pas qu'il y ait de confusion pour mes futurs clients et les siens, j'ai choisi d'aller sur une dénomination singulière très différente, avec en plus une identité visuelle, ce qui fait qu'entre personal branding, marque verbale, et marque subjective avec un logo tel qu'il est là,
le risque de confusion, il est faible. Voilà. Donc, vote pour valider le nom et l'identique, oui, parce que moi, je vais donc faire un rapport PDF que je vais transmettre au client, qui va éplucher. Moi, j'ai épluché tout ça. Il y a des conclusions. C'est plutôt oui, plutôt non. On y va pas. Et comme je vous ai dit, la plupart du temps, c'est bon. Donc, on passe à la suite. Donc, on a une validation stratégique du nom préféré à l'identique. Et là, en fait, on se dit, oui, c'est fini. Donc là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça tout seuls. Ils se débrouillent tout seuls et ils considèrent que le job est fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont très fiers, qui, quand je leur parle un tout petit peu de marque, j'effleure le sujet et ils me disent « Ah oui, tout va bien, bah, c'est les lions de tout à l'heure, hein, c'est eux. Hein. » Voilà. J'ai déposé ma marque, donc j'ai fait ce qu'il faut, j'ai cherché à l'identique, donc voilà, le savonnade, ça n'existe pas, c'est OK. Donc j'ai fait une demande d'enregistrement, un dépôt de marque à l'INPI, ça a été accepté, j'ai mon papier l'INPI, donc je suis protégé. Alors ça, c'est juste totalement faux, parce que si vous déposez savonnade le lundi, si vous avez un concurrent qui dépose savonnade le mercredi, l'INPI ne va pas l'empêcher. Hein. L'INPI n'est pas un organisme qui va juger de la qualité de ce que vous voulez déposer et ne va pas vous empêcher de déposer quelque chose qui existe déjà. L'INPI est un organisme dépositaire qui est sous double tutelle ministérielle, mais qui est un organisme de dépôt avant tout. Ils sont là pour donner beaucoup de conseils et du conseil de grande qualité, mais ils sont censés ne pas se substituer au CPI, donc au Conseil en propriété industrielle intellectuelle, ainsi qu'aux avocats. Donc, grosse vigilance. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Donc, c'est pour ça que la symbolique de la moto, là, elle croit avoir franchi la ligne d'arrivée, mais non, elle n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Donc, c'est là où on passe à mon étape préférée, c'est là où moi je m'éclate et en même temps, c'est là où c'est le plus complexe. C'est la recherche d'antériorité par similarité. Donc là, vous allez commander à l'INPI une prestation, donc ça va coûter 150, 200, jusqu'à 300 €. Ça dépend du nombre de classes de produits et services que vous allez sélectionner. Vous allez rechercher par similarité et non plus à l'identique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, vous allez prendre le mot savonnade et vous allez interroger à la fois la base des marques de l'INPI et la base des dénominations sociales sur le registre de commerce. Alors par contre, quand vous faites ça sur les noms d'entreprises, ça ne prend en compte que les entreprises qui sont sous forme sociétaire, c'est-à-dire SARL, SA, SAS, EURL, EIRL. Tout ce qui va être auto-entrepreneur, entreprise individuelle, ça n'est pas pris en compte. Donc, il y a des trous dans la raquette déjà à la base. Donc, il y a des algorithmes en fait qui vont faire tourner en fait les bases de données et on va faire des extractions automatiques par algorithme des bases de données. Et donc, vous allez recevoir des livrables, des PDF de la part de l'INPI, un sur le terrain des marques, un sur le terrain des dénominations sociales. Et vous allez avoir pour chacune des extractions entre 500 et 2000 occurrences à analyser qui sont censées être similaires. Donc, si par exemple on prend savonnade, eh bien, par exemple, vous pouvez avoir à la fois savonap, par exemple, savonap, va considérer qu'il y a quelques lettres qui changent, mais il y a quand même des similarités. Donc, ça, c'est une similarité franche. Mais vous pouvez avoir, par exemple, ça glisse, par exemple. Vous pouvez avoir ça glisse. Ça glisse, vous allez vous dire, je ne vois pas le rapport. Quoi. Et des fois, vous pouvez avoir des trucs, mais complètement aberrants. Vous pouvez avoir X32, 29 rouge. Quoi. On me dit, mais what the fuck, c'est quoi le lien avec savonnade? Bon, et en fait, ce n'est pas si mal foutu que ça, parce qu'effectivement, les algorithmes sont faits pour anticiper les 3 critères d'analyse de similarité, qui sont les critères linguistiques, les critères phonétiques et les critères intellectuels. Et donc, pour chaque occurrence, donc c'est un travail de fou, de fourmi, de plusieurs heures, vous allez éplucher ça. Et c'est là où moi j'ai une valeur ajoutée. C'est là où les avocats, pas les avocats, mais surtout les CPI, les CPI ont cette expertise-là.
d'aller éplucher en fait les risques de confusion sur ces 3 critères. En fait, on va effectivement tenter de mesurer, d'apprécier le risque de confusion en se mettant dans la peau justement des personas dont on parlait, des clients, de nos clients. Pourquoi? Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, je dépose Savonade et puis qu'il y a Savonap et que dans ce qu'on a choisi de déposer en termes de classe de produits et services, on a une classe en commun, la 41, qui est la formation. Si par exemple, je m'appelle Savonap et que je fais des formations, par exemple, pour des formations B2B, pour des blanchisseries, par exemple, et puis Savonap, c'est des savons de Marseille bio, fait main, et en fait, Savonap propose des formations aux particuliers pour faire leur propre savon à partir de leurs ingrédients. J'imagine des bêtises. Et bien, en fait, le juge, donc Savonap, peut attaquer Savonade en disant il y a un risque de confusion, etc. Et le juge, qui est une personne, qui est un humain, le juge va apprécier sur pièce les risques de confusion sur des critères juridiques très précis, notamment le principe de distinctivité ou le principe de spécialité, etc., va essayer de dire oui, effectivement, il y a un risque de confusion entre les deux. Et donc, là, en général, on peut être attaqué sur le terrain des marques avec ce qu'on appelle attaqué pour contrefaçon par imitation, et sur le terrain de la dénomination sociale pour concurrence déloyale. Ça veut dire que vous pouvez être attaqué par des gens qui ont déposé des marques antérieures pour contrefaçon, et vous pouvez être attaqué par des gens dont c'est le nom de l'entreprise, mais qui n'ont pas déposé de marque. Et là, c'est sur le terrain de la concurrence déloyale. On n'est pas sur les mêmes enjeux, les mêmes arbitrages juridiques. Quand on est sur le terrain de la marque, la personne qui vous attaque, c'est très confortable pour elle parce qu'elle a l'antériorité et c'est à vous de monter tout un dossier pour vous défendre. Alors que sur le terrain de la dénomination sociale, si je suis une entreprise Savonap et que vous avez déposé la marque Savonade, vous allez être un peu ennuyé et embêté. Et en même temps, ça va être à l'entreprise Savonap de monter un dossier et de prouver avec des témoignages, avec des chiffres concrets, avec des études, des enquêtes, que vous lui faites de l'ombre. Donc, c'est plus délicat, plus compliqué pour l'entreprise de venir nous attaquer. Alors ça, c'est un travail, voilà, on va chercher l'aiguille dans la meule de foin. Donc, je vais livrer en fait un nouveau rapport, un PDF. Et donc, ce rapport va montrer les risques en présence. Et là, statistiquement dans ma méthode, malheureusement, 2 fois sur 3, le nom préféré numéro 1 n'est pas valide à cette étape-là. Et il faut recommencer le travail à l'étape numéro 1. Donc, on prend, d'où le tiercé, on prend le nom préféré numéro 2, on refait la recherche d'antériorité à l'identique, puis on refait la recherche d'antériorité par similitude avec l'INPI, on l'analyse, et là, sur le deuxième nom préféré, 9 fois sur 10, le rapport est positif et on peut avancer. Bon, là, je vais vous montrer des exemples d'un ancien client, Artefact. Typiquement, j'avais dit à mon client, Artefact existait déjà depuis 1 an et demi, ils avaient déposé le nom, ils n'avaient pas déposé la marque, et donc le sujet, c'était est-ce qu'on dépose la marque? Donc, j'avais fait une recherche, j'avais fait le travail, et donc a émergé très rapidement Artefact, qui était exactement dans le même domaine d'activité, à savoir l'ingénierie logicielle, informatique, algorithme, machine learning, data science. Et en fait, là, c'est intéressant pour vous montrer un cas pratique. Là, en fait, il était opportun de surtout pas déposer la marque. Ils voulaient continuer à utiliser leur nom. Et donc là, la stratégie, c'est plutôt de dire on ne va surtout pas déposer la marque pour ne pas être visible. Parce que quand vous déposez une marque, vous êtes visible. Et on va le voir comment. Là, c'était un combat David contre Goliath que j'ai gagné. J'étais assez content. Vivalis, c'était un club d'entreprise que j'avais créé il y a une dizaine d'années avec un ami journaliste, un club d'affaires, business, convivialité. Et on a été, donc j'avais fait les choses aux petits oignons, j'avais fait des déposer, voilà, et forcément, on s'est fait taper dessus parce que il y avait un homonyme, vraiment, à l'identique, mais qui est un laboratoire pharmaceutique. Donc, vous savez, les labos pharmaceutiques, en général, ils ont un petit peu de trésorerie, donc ça ne leur fait pas peur d'aller faire des procès. Et en fait,
pourquoi c'était un combat David contre Goliath? Parce qu'en propriété intellectuelle, on a un principe qui est le principe de spécialité, qui dit tout simplement que deux et plusieurs marques peuvent cohabiter à partir du moment où elles sont dans des classes de produits et services distinctes. Par exemple, vous avez la marque Montblanc. La marque Montblanc, c'est à la fois des crayons, des stylos haut de gamme et c'est à la fois des crèmes dessert. Donc, Montblanc peut exister en marque verbale. C'est complètement identique sur le plan phonétique, sur le plan linguistique, pas sur le plan intellectuel, ce sont des registres, des univers de marques différents. Et ça cohabite. Donc, en fait, quand vous déposez une marque, on va voir qu'on fait d'une certaine façon. Et donc là, pour l'anecdote, je suis assez content parce qu'il y avait on avait une certaine éthique et en fait, ils nous ont demandé combien ça coûterait. On leur a dit, on ne veut pas changer de nom. Vous vous rendez pas compte si on veut bien faire les choses, si on devait changer de nom exprès pour vous, alors que vous n'êtes pas légitime, ça nous coûterait des sous. Ils nous ont dit combien. Donc, vous voulez jouer à ça. Donc, on a fait, comme je suis dans la com, du coup, on a fait faire des devis et on a estimé combien ça coûterait non seulement de changer la marque, mais de communiquer son changement de marque en se faisant plaisir sur tous les services de communication. Il y en avait pour 120 000 euros. Ils étaient prêts à faire un chèque de 120 000 euros. Et en fait, on leur a dit mais non, on ne veut pas votre chèque. Parce qu'en fait, on veut garder notre nom. Voilà. Et le laboratoire a été racheté. Et 6 mois plus tard, ils ont changé de nom. Donc voilà pour l'anecdote. Donc c'était et je n'ai pas réussi ce combat tout seul. J'étais accompagné d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle et j'ai accompagné aussi de juristes de l'INPI avec qui on est devenus amis depuis. Donc la 12e et dernière étape, c'est une fois que les conclusions sont positives, on va rédiger donc le dépôt. Et là aussi, moi j'ai une valeur ajoutée puisque du coup, la double casquette marketing et juridique fait que un bon dépôt de marque, c'est un dépôt de marque qui à la fois connaît les ficelles de la jurisprudence et sait comment les examinateurs vont analyser la demande. Et à la fois, ça c'est juridique, au niveau marketing, l'idée c'est d'anticiper par rapport à l'analyse du business model, anticiper les futures activités, produits et services pour lesquels on voudrait exploiter la marque. Typiquement, imaginez un éditeur de progiciels qui fait des logiciels pour les architectes, par exemple, et qui pour l'instant, son modèle économique, c'est de vendre des logiciels sous licence. Point. Et peut-être tout simplement de se dire, très probablement, dans les années qui viennent, l'éditeur vendra des formations à ses clients pour utiliser le logiciel. Et donc là, c'est la classe 41. Et donc, on va anticiper, on va déposer la marque du nom du logiciel ou du nom de l'entreprise de vente de logiciels aussi sur la classe 41. Parce qu'une fois que votre marque elle est déposée, vous ne pouvez plus revenir en arrière, la modifier et ajouter des choses. C'est trop tard. Vous pouvez enlever des choses, mais vous ne pouvez pas ajouter des choses. Donc, conseil rédactionnel pour ensuite aller faire le dépôt. Voilà. Et moi, mes clients, je les accompagne jusqu'au dépôt. Je leur prends par la main, on crée le compte client, on fait la procédure ensemble. Donc, et là, vous êtes prêts pour le combat. Parce que combat, il peut y avoir. Alors, mon super-héros préféré, il est là pour raconter quoi? Pour raconter qu'une fois que vous faites votre demande d'enregistrement en ligne, ça vous coûte 200 € pour trois classes de produits et services. Donc, vous choisissez vos classes de produits et services. Vous avez un référentiel qui s'appelle la classification de Nice, qui est gratuitement accessible sur Internet, de l'INPI. Et vous faites ce dépôt. Les examinateurs INPI vont regarder ça 2-3 semaines après. Et vont faire un retour, vont dire on l'accepte, on ne l'accepte pas, ou alors il y a des modifications à apporter, on a déjà fait les modifications, est-ce que vous les validez, etc. Une fois que c'est fait, il y a une publication au BOPI, donc Bulletin officiel de la propriété intellectuelle. Et là, il y a une période d'opposition potentielle. Donc pendant 2 mois, toute personne physique ou personne morale, suite à la publication, a le droit de saisir l'INPI pour demander une modification à la demande d'enregistrement de marque, voire un retrait de la demande.
Et donc là, moi, je fais du service après-vente. C'est-à-dire que sans surcoût, en général, je prends mon pied avec ça parce que c'est toujours très intéressant parce qu'on retrouve les lions de tout à l'heure qui repartent en mode lionceau, puisque avec leurs gros bras musclés. Alors, la plupart du temps, c'est des très, très grandes entreprises qui viennent nous embêter sur des terrains illégitimes avec des papiers en tête de cabinets d'avocats parisiens où vous avez 15 avocats sur la droite, sur la gauche. Et donc, on montre les gros bras et puis c'est pas légitime. Donc, en général, on rassure et puis on dit non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Principe de spécialité, entre autres, etc. Vous avez aussi des fois des personnes des petits chiens là, qui font beaucoup de bruit mais qui ne font pas beaucoup de mal. Et donc, vous avez aussi des fois des acteurs qui pensent être légitimes, qui ne le sont pas et qui veulent faire, qui en fait sont pas crédibles parce que ils ont une entreprise qu'ils ont créée ils ont créé une SARL avec 500 €. Ils sont indépendants et vous êtes une PME par exemple avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 salariés. Il peut faire son procès et même dans le pire des cas, j'ai envie de dire, si vous le perdez, c'est pas catastrophique parce qu'il n'aura pas les moyens de faire traîner le dossier pendant des années. Il n'aura pas la solvabilité pour le faire. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis après, vous avez des acteurs à peu près de même taille, où là, en fait, et c'est souvent ça, c'est-à-dire, il faut jauger, doser. Donc, on va faire un travail de fond, voir à qui on a affaire. Et là, on est dans la négociation. Donc, c'est là où moi, j'accompagne et un premier niveau. Et après, je donne la balle à un avocat ou à un CPI. Voilà. Donc, oui, Céleste, tout à fait. Les étapes les plus touchy, c'est les étapes qui sont la plupart du temps oubliées. C'est effectivement le dépôt et surtout la recherche d'antériorité par similarité. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode que j'ai développée que j'ai pris beaucoup trop de temps? Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou on continue. Super. Oui, Céleste. Ouais, c'est une Céleste. Je vais peut-être mettre la vidéo, ce sera mieux. Ouais, c'est bon, vous me voyez. Ouais. Merci pour tout ce processus. C'est vrai qu'on n'y pense pas et c'est vraiment les derniers, les étapes 11 et 12 qui demandent d'asseoir la marque, en fait. Pour être tranquille, il faut compter combien de temps entre le dépôt de marque et j'ai calculé du coup 3 mois à partir de l'inscription sur l'INPI avec les classes, c'est ça? À partir du moment où effectivement tu fais ta demande d'enregistrement pour déposer ta marque, il va se passer 2 à 3 semaines avant que les examinateurs le regardent et que tu reçoives un document, Ouais. papier ou mail, qui te dit que c'est OK et que ça va être publié. Et quand c'est publié, il y a une période d'opposition de 2 mois. Ouais, donc ouais, vous comptez 3 semaines pour faire large, quoi. Donc tu peux compter 3 mois en tout, ouais. 3 mois, pardon. Ouais, tout à fait. Et après, tu es tranquille pendant 10 ans. Et après, s'il n'y a pas de souci pendant la période d'opposition, ta marque, elle est entérinée et effectivement, tu jouis du monopole pendant 10 ans et renouvelable éternellement. Waouh, c'est génial! Et oui, C'est l'entonnoir, c'est difficile d'entrer, mais une fois que c'est bon, c'est bon. En revanche, c'est que sur le territoire français, parce qu'au niveau international, il faut acheter encore plus de classes, tout ça, non? Oui, là, en fait, c'est ma méthode pour la France et il existe, et je la décline pour l'international. Ouais. Moi, je suis spécialisée pour la France. Je me suis limitée à la France et en fait, j'ai des partenaires pour l'international. WIPO, par exemple, non? Pardon? WIPO. Alors, le WIPO, c'est pas le WIPO, en fait, c'est l'équivalent de l'INPI au niveau mondial. D'accord, ok. Voilà, c'est l'organisme dépositaire. Et puis après, vous avez des organismes dépositaires par pays. Et c'est à cela où je me suis formé à cela en février dernier, puisque j'ai fait ma formation expert dépôt de droit des marques. Et c'est là où je suis monté en compétence sur les dépôts de marques en Europe et à l'international, avec toutes les procédures de dépôt et les recours juridiques. Et donc, et les cultures aussi, pays, les tendances, voilà. Il y a des vraies façons de faire par pays. Et si vous voulez aller déposer une marque aux États-Unis ou au Japon ou aux Émirats arabes
pour ensuite les valoriser. On ne joue plus dans la même cour. Là, on est dans des sommes astronomiques, en fait. Pour une entreprise française, il y a peu de candidats. Ok. Ouais. Et pour reprendre le début de ta première étape, de 1 à 12, ça prend combien de temps en général? Alors, en fait, pour faire toute ma méthodo, je dis aux gens qu'il faut compter 6 semaines. 6 semaines, ok. Ouais, 4 à 6 semaines. Ouais, 4 semaines, c'est speed, hein, très, très speed. En plus, avec la réalité de mon agenda, je ne peux pas. Donc, c'est 6 semaines, quoi. Oui. Ok, donc en gros, si d'avoir tout en 6 mois, c'est faisable au niveau Oui, bien France. sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, Bien sûr. merci. En fait, la plupart du temps, comme 2 fois sur 3, le nom préféré numéro 1, il ne tient pas la route, on doit refaire des recherches d'antériorité par similitude pour le deuxième nom. C'est encore une dizaine de jours, c'est 1 à 2 semaines de travail supplémentaire. Donc, ça fait 2 mois et du coup, ensuite, on ajoute les 3 mois dont on parlait. Tu peux considérer effectivement en 5 mois, ta marque elle est bien clairement déposée, il n'y a pas eu d'opposition. Voilà. Ceci étant D'accord. dit, il vaut mieux préférer avoir des soucis pendant la période d'opposition plutôt qu'après. Parce qu'après, c'est directement un dossier d'attaque en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Et là, du coup, c'est avocat interposé et c'est plus la même chose, quoi. Pendant la période d'opposition, il n'y a pas on ne peut pas vous faire des procès. Il n'y a pas de procès. Ce n'est pas devant un tribunal, quoi. C'est devant l'instance de l'INPI. Et c'est de la négociation. Ok. Et Voilà. est-ce que tu veux communiquer sur tes, je ne sais pas si c'est le lieu ou pas, sur tes tarifs, si on veut travailler avec toi sur ça, par exemple? Je peux vous répondre, oui. Mon tarif, c'est 1270 euros hors taxe jour. Et il faut compter 3 jours pour la méthode complète. En ajoutant les 200 euros de taxe de dépôt. Et il faut rajouter 1 jour à chaque fois qu'il faut refaire une analyse de recherche d'antériorité par similarité. Donc, ça veut dire que 2 fois sur 3, c'est plutôt 4 jours par rapport à ce que je vous ai expliqué. Donc, ça veut dire c'est entre 3 700 et 5 000 euros. Et pour des petits clients, des indépendants, ils prennent, quand j'ai des indépendants, ils prennent. Alors, quand j'ai des TPE, les TPE choisissent de prendre que la validation, la partie marketing créa, et ils veulent pas, ils serrent les fesses et ils veulent déposer sans vérifier. Ou alors, à l'inverse, j'ai des gens qui me demandent que la validation juridique. Et donc, dans les 2 cas, on est plutôt que soit 2 jours, soit 2 à 3 jours. Et puis pour des indépendants et puis des entrepreneurs, je fais uniquement la séance de créativité. Donc là, ça leur coûte à peu près 500 euros. Et on fait une séance de créativité. C'est une presta qui dure, on a une demi-heure de brief et puis 2h30 de séance de créativité. Il n'y a pas de livrable. Ça coûte à peu près 500. Et puis sinon, pour le ticket d'entrée, c'est juste 1 heure de conseil. Donc c'est 187 euros hors taxe de l'heure. Et donc, j'ai des gens avec qui je fais uniquement des réunions pour explorer, voilà, un peu dégrossir le sujet et donner déjà un premier avis à chaud. Et ça dure 1 heure ou 2 heures. Donc ça permet à des indépendants de travailler avec moi. Voilà. Et si jamais pour la partie SAV, comme tu dis, après les périodes, les 3 mois où c'est chaud, où il y a la période d'opposition, et si jamais il y a besoin faut rajouter 1 jour, c'est ça la recherche de notoriété, ou c'est avant déjà? Ou tu n'en as pas parlé? Quand je disais qu'il faut rajouter 1 jour, c'est avant le dépôt. C'est quand, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 fois sur 3, le nom préféré numéro 1, il ne passe pas l'épreuve du feu pour la recherche par similarité. Donc, il faut refaire le travail avec le nom préféré numéro 2. Et donc, c'est pour ça que je dis ça prend un jour de travail supplémentaire facturé. Ok. Et sur l'histoire du SAV, le SAV, il continue après la période d'opposition, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des cas de clients, notamment un éditeur de progiciel, une étude notariale, un cabinet d'experts comptables. J'ai eu quelques-uns de mes clients où ils ont eu des soucis. Après, on avait bien tout fait, mais malgré tout, on était attaqué injustement. Et donc, j'apporte un premier niveau de conseil. J'interviens souvent en mode pompier pour rassurer la personne,
poser un premier jugement, rassurer, parce que souvent, en face, on nous met la pression et on manipule, le client est manipulé par rapport à créer la sensation d'urgence alors qu'elle n'est pas toujours légitime, cette sensation d'urgence. Donc, on pose les choses. Premier niveau de conseil pour tempérer. Et après, très souvent, je passe la main à un CPI ou un avocat. D'accord, ok, super. C'est hyper clair. Merci beaucoup. Allez, on continue. Alors, ces beaux et belles, ces beaux hommes et ces belles femmes, ce sont des avocats. Ça, c'est la série sur Netflix, je crois que ça s'appelle Suits, Avocats sur mesure. De ces petits clins d'œil pour vous donner quelques exemples de ce qui a changé par rapport, là on va parler de juridique, par rapport à la loi Pacte. Donc la loi Pacte, elle est gouvernementale et ça a eu un impact sur le droit des marques. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est Carole Couzon, qui est avocate à Nantes, qui m'avait donné ces informations lors d'une intervention qu'on avait faite l'année dernière, où j'étais intervenue à la Maison des avocats avec l'INPI et puis deux avocates. Donc, en vrac, vous donner quelques informations juridiques. Donc, de ce qui a changé. Premier point, suppression de l'exigence de représentation graphique. Donc maintenant, on n'est plus obligé d'avoir… la marque peut être représentée sous quelque forme que ce soit, graphique ou non, et ça n'est plus une obligation d'avoir que du verbal ou du texte. On peut avoir d'autres formes. Ce n'est pas uniquement que visuel. Alors, une partie de la doctrine envisage l'ouverture à l'enregistrement de marques olfactives, gustatives, tactiles, sonores et en mouvement. Donc là, tous ces nouveaux types de marques, donc olfactives, gustatives, tactiles et sonores et mouvement, là, il y a un vrai sujet, c'est on ne sait pas encore très bien comment ça va être apprécié par les examinateurs pour accepter le dépôt ou pas. Et aussi, on a des interrogations sur comment distinguer une marque figurative, donc une image fixe, d'une marque en mouvement, qui est aussi représentée par des images fixes. Donc, il y a des questionnements en cours. Sur le dépôt de marque, donc, ce qui a changé, c'est qu'avant, on avait un forfait 3 classes. Et maintenant, on est passé sur quelque chose d'un peu plus coûteux, qui a un principe de taxe monoclasse. Parce que quand vous payez une prestation à l'INPI, vous payez une taxe, en fait. Et du coup, vous payez taxe classe par classe. Donc, le dépôt revient plus cher que par le passé. La procédure d'enregistrement, elle est renforcée. L'exigence de distinctivité des examinateurs, elle est renforcée. Donc, aujourd'hui, depuis l'année dernière, c'est beaucoup plus difficile de déposer des marques de façon générale. On a de plus en plus de refus de la part des examinateurs. Parce que vous pensez bien que depuis des décennies et des décennies qu'on dépose des marques, la hotte du Père Noël est grossie, quoi. C'est-à-dire que vous avez en fait un contenant avec à l'intérieur plein de marques qui cohabitent. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus ça grossit. Et donc, plus les probabilités de confusion augmentent et plus les risques de confusion et de contrefaçon augmentent. Donc, c'est de plus en plus difficile d'avoir une marque originale. Et donc, non seulement c'est de plus en plus difficile au regard des nombres gigantesques qui existent, mais en plus, les examinateurs sont de plus en plus exigeants sur la distinctivité. Alors, pour répondre à Sabine, en fait, je crois qu'il y a à peu près 45 classes de produits et services dans la classification de Nice. Et en fait, tu as la possibilité de faire un dépôt de marque dans toutes les classes. C'est ce que font de façon extrêmement stupide les grandes entreprises. J'ai pour exemple Rolex qui s'est fait retoquer par un tribunal, par un juge, parce que Rolex avait attaqué un artisan qui faisait de la robinetterie, qui s'appelait Monsieur Rolex, c'était son nom de famille, son patronyme. Il voulait déposer sa marque Rolex Robinetterie. Et Rolex, le cabinet d'avocats de Rolex a attaqué et se sont fait retoquer par un principe de spécialité, puisque Rolex ne fait pas de robinetterie. Donc, ils se sont fait en plus déclasser. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement ils n'ont pas eu gain de cause, mais il y a eu un jugement qui a dit « vous retirez de votre marque la classe qui concerne la robinetterie » au profit de Monsieur Rolex.
Donc, ça coûte une fortune, hein. Et encore, pour la France, ça coûte une fortune pour faire un dépôt dans toutes les classes pour la France. Mais là où ça devient, ça devient astronomique, c'est à l'étranger. Si vous voulez. Et le formateur, un des formateurs que j'ai eu en février, j'ai eu la chance d'avoir pour formateur le responsable monde des marques de L'Oréal. Et je peux vous dire que je l'ai assassiné de questions. Donc, c'était génial. Je n'ai pas arrêté pendant les déjeuners de lui poser moult de questions parce que c'est un monsieur qui a une expertise extrêmement pointue, qui est un des hommes les plus pointus au monde en dépôt de marque, qui a déposé des centaines de marques. Donc, il connaît très bien tout ça. Donc, c'était intéressant. Il me confirmait que chez L'Oréal, quand L'Oréal dépose une marque, c'est des millions de dollars. Il n'y a pas intérêt à se planter. Et ils ne déposent pas une marque en même temps, ils en déposent plusieurs. Et en même temps, ils sont continuellement en procès. Continuellement en procès, tout le temps. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui a changé aussi? Les motifs de refus d'enregistrement de marque donc sont élargis. On ne peut plus déposer comme marque des choses qui sont déposables ailleurs, donc des appellations d'origine, les indications géographiques, ce qu'on appelle les toponymes, par exemple Nantes, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles, les dénominations de variétés végétales, etc. Donc, il y a une jurisprudence sur plein de cas concrets comme ça. Ensuite, sur la procédure d'opposition, les 2 mois dont on parlait, il y a une extension des motifs d'opposition. Il y a plus de possibilités qu'avant, notamment sur ce qu'on appelle la marque notoire ou la marque renommée. Si par exemple, je m'appelle avant, si je m'appelais Coca-Cola et que quelqu'un veut vendre des chaussures Coca-Cola, Coca-Cola, sur le principe de spécialité, comme on l'a dit, comme on l'a compris, ne peut pas attaquer et ne pouvait pas le faire de toute façon. Vous pouvez le faire pendant la période d'opposition, mais n'avait pas gain de cause. Et après, il fallait attendre la fin de la période d'opposition pour attaquer sur le terrain de la marque notoire. Et là, du coup, avoir gain de cause. Et là, maintenant, on peut aller sur le terrain de la marque notoire pendant la période d'opposition. Donc, il y a plein de subtilités comme ça qui ont émergé avec le paquet marque. Voilà, la procédure de renouvellement d'une marque, puisque une marque c'est renouvelable tous les 10 ans. Donc là, on a une souplesse, on a maintenant la possibilité de se tromper et d'avoir oublié. Et vous avez la possibilité de renouveler votre marque 10 ans et jusqu'à 6 mois après la décennie. Bien sûr, vous paierez plus cher, l'INPI prend une taxe au passage. On vous rend service, mais on se fait des sous à cette occasion. On a aussi des changements sur les marques collectives ou les marques de certification. Alors, est-ce qu'après le dépôt de marque, tu as à faire une veille constante? Oui, très très bonne question de Waisin, Céleste. Il n'y a pas un principe d'antériorité. Donc sur la veille, oui, en fait, je vous conseille effectivement de faire une veille. Dans les entreprises, on met en place une veille juridique. Donc, il y a quelqu'un qui doit, sans pour autant être un expert de l'API, on peut former la personne à faire un minimum de veille juridique pour justement faire valoir ses droits et attaquer si besoin. Et donc, oui, effectivement, beaucoup d'entreprises ont pour partenaires des cabinets d'avocats et de CPI. Donc, c'est dans les pratiques. À partir du moment où vous faites appel à des gens comme moi ou des avocats ou des CPI, ça veut dire que vous mettez en place une stratégie pays. Vous commencez à faire ce qu'on appelle un pilotage de l'API dans votre entreprise. Donc, on met en place des nouvelles procédures, des nouveaux process, et notamment une veille. Alors, Martin, quand tu dis il n'y a pas un principe d'antériorité, si, c'est justement ce qu'on disait. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais justement, c'est ça, c'est que si tu as déposé ta marque en 2000 et que quelqu'un dépose une marque similaire en 2010, la nouvelle marque peut être attaquée à juste titre par l'antérieure et avoir gain de cause. La marque antérieure aura gain de cause. Voilà. Si le dépôt est dépassé. Ah oui, tout à fait. Alors oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si vous vous appelez L'Oréal et que vous avez déposé une marque
la marque L'Oréal et que vous avez oublié de la renouveler pour, par exemple, pour, je ne sais pas moi, l'Italie, eh bien, si moi je suis une entreprise italienne et que je profite de la situation et que je vais déposer la marque après parce qu'elle n'a pas été renouvelée, en théorie, j'ai le droit. Mais c'est là où intervient à nouveau la marque notoire. Si vous êtes une marque notoire, vous pourrez retomber sur vos pattes en disant que la personne abuse de la situation. Mais si vous n'êtes pas une entreprise de marque notoire, effectivement, vous faites doubler. Donc, tu as raison, Martin. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant à mettre des veilles. Alors, ça peut vous faire sourire, mais moi, je suis un psychopathe de Google Agenda. Moi, je me mets des alertes dans 9 ans. J'ai des alertes dans 9 ans pour dire qu'il faut penser à renouveler. Ça se trouve, Google sera mort d'ici là. Mais en fait, c'est dans mon agenda. Donc, oui, on peut se mettre des alertes. Ouais. Donc, est-ce que ça demande, Waisin demande si c'est un budget supplémentaire à prendre en compte, faire du pilotage de pays? Oui, parce que au-delà de la méthode que je viens de vous présenter, moi, je propose en fait une prestation un audit. En fait, je propose un audit d'architecture de marque et de portefeuille de marque qui dure 2 jours, donc qui est valorisé 2 jours. Vous avez le tarif. Et suite à cet audit, je vais faire un accompagnement. Je vais potentiellement corriger des marques, créer des noms de marques, piloter un comité de pilotage pays que je vais constituer chez le client. Et donc, oui, c'est plusieurs milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mon plus gros dossier que j'ai signé était sur 2019-2020. C'était un dossier à 25 000 euros. Donc, pour un indépendant, c'est un très beau dossier. C'était une PME. Donc voilà pour des exemples d'évolution de ce qui change au niveau juridique. Aussi sur la contrefaçon, pour finir, les exemples. Le risque d'association est désormais inclus dans le risque de confusion. Donc ça, c'est des termes un peu techniques. Changement de point de départ pour l'action en contrefaçon. Délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit connu ou aurait dû connaître les faits. Donc, il y a une évolution aussi sur le timing, etc. Bon, là, ça devient un petit peu complexe. En tout cas, vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le plan juridique. Alors, là, je vais probablement déborder peut-être de 15 minutes. J'espère, si jamais, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous ne pouvez pas déborder, si vous devez partir impérativement à midi, mais je pense que je vais déborder de 10-15 minutes. Donc, les différents types de marques, justement, je vais vous donner des exemples. Alors, et d'ailleurs, je vous mets en ressource dans le chat, l'INPI. Ok, ça marche, Martin. Je vous mets le lien dans le chat où vous allez retrouver ça. L'INPI vous explique très bien les différents types de marques et nouvelles marques. Alors, voilà pour exemple. Ciel mes chaussettes. Donc, ça, c'est une marque verbale. C'est-à-dire que c'est une marque verbale, c'est uniquement le texte. Ensuite, dans le même registre, là, on est sur une marque figurative ou semi-figurative. Là, on est sur du semi-figuratif. Quand on a une marque figurative, c'est qu'on a uniquement des éléments graphiques. Quand on est sur une marque semi-figurative, vous avez à la fois des éléments verbaux et des éléments graphiques. Donc, chaussettes de Paname, c'est une marque semi-figurative. Ensuite, vous avez les marques de forme. Donc, par exemple, en 1915, Coca-Cola crée sa célèbre bouteille avec ses formes un peu féminines comme ça, de silhouettes féminines. Et donc, la forme de bouteille Coca est déposée au titre de marque au niveau mondial. Et pour l'anecdote, sachez que Coca-Cola a fait évoluer le design de sa bouteille. Et quand il y a eu une demande de dépôt de marque, ils ont été rejetés. La demande a été rejetée, alors que c'était exactement la même logique qu'en 1915. Et en fait, maintenant, la marque, du coup, n'a pas été acceptée parce que, encore une fois, les examinateurs sont de plus en plus pointilleux
parce qu'en fait, il faut, pour un dépôt de forme, il faut qu'il y ait une dimension utile, il faut qu'il y ait une dimension intrinsèquement, il faut qu'il y ait des caractéristiques intrinsèques au niveau de l'usage. Il faut que ça s'explique au niveau de l'usage. C'est-à-dire que le dépôt de forme doit se justifier par une utilisation et pas uniquement par un caractère purement esthétique. Donc, c'est complexe, un dépôt de forme, mais par contre, c'est très malin quand vous pouvez le faire. Alors, est-ce qu'en Suisse, je peux déposer en France à l'INPI? Non, la Suisse, en fait, pour Waisin, la Suisse fait partie et à part. Et donc, vous avez je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la Suisse est vraiment un pays à part. Donc, en général, on a la Suisse, Suisse-Belgique et il y a un autre terme donc qui est vraiment à part. Donc, c'est un dépôt de marque à part sur ces territoires. Ça ne rentre pas dans la marque de l'Union européenne. Et donc, il faudrait que tu fasses un dépôt en Suisse et en France. Alors, on peut déposer maintenant des marques holographiques. Donc, pour info, le WIPO, qui est l'organisme mondial, nous dit le modèle de marque holographique doit consister en une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés à l'exclusion de l'hologramme lui-même. Ça veut dire que pour déposer une marque holographique, vous devez déposer les différentes images qui composent l'hologramme. Vous ne pouvez pas déposer. Là, pour le clin d'œil, je vous montre 2 hologrammes avec Yoda et puis Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui avait utilisé la technique de l'hologramme pour la campagne présidentielle. Vous avez les marques de motifs. Donc, vous avez ce célèbre motif de Louis Vuitton qui est typiquement un exemple de motif déposable au titre de marque. Ici, on est sur une marque de couleur. La couleur jaune du Chanel numéro 5 a été déposée par Chanel. Donc, ça veut dire que si vous êtes un parfum, Chanel a le monopole sur la couleur du parfum. Donc, si vous êtes, vous créez des fragrances, vous devez faire attention à ce que la couleur de votre parfum ne soit pas identique au jaune du Chanel numéro 5. Ça, c'était un coup de maître de Chanel. Alors, vous dire aussi qu'on peut déposer des marques sonores. Donc, si vous avez la musique, je le fais très, très mal, mais en tout cas, vous savez, le petit jingle sonore qu'on entend en gare SNCF, ça, c'est quelque chose qui est déposable aujourd'hui, qui est déposable et qui est protégeable, etc. Alors, on peut aussi déposer des marques de mouvement. Donc là aussi, vous devez déposer les différentes images pour comprendre le mouvement. Vous devez le décrire, vous devez décomposer le mouvement. Ce n'est pas le mouvement final, mais c'est l'ensemble du mouvement. Et d'ailleurs, on peut déposer une marque de mouvement avec une vidéo pour montrer le mouvement. Donc là, je vous montrer 2 exemples qui, de mon point de vue, sont diamétralement opposés, mais qui sont de très bons exemples. C'est-à-dire que Dieudonné pourrait, avec la quenelle, Dieudonné pourrait déposer comme marque la quenelle et il aurait le droit. L'INPI n'a pas d'avis moral. Donc, vous pouvez déposer un logo avec Hitler, avec des juifs en train de brûler. Ça, c'est OK. Vous pouvez déposer la marque. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de jugement de la part de l'INPI par rapport au dépôt. Donc, on peut avoir ça. Et puis, à l'inverse, on peut avoir, par exemple, un enfant qui fait un cœur à une marque qui dépose en fait un cœur formé avec 2 mains et ça peut se déposer au titre de marque. Alors, Waisin, marque et brevet, marque, motif identique ou distinct. Je ne comprends pas ta question, Waisin. Oui, c'était pas facile à écrire. Ma question, c'est plus, admettons pour Chanel, pour Chanel numéro 5, ils ont déposé la couleur, mais est-ce qu'il faut un brevet pour leur formule de parfum, par exemple? C'est distinct de la marque. Alors, en fait, le brevet, comme la marque, est ce qu'on appelle un titre de propriété. Vous avez plusieurs titres de propriété. Ce matin, je vous parle uniquement de la marque parce que c'est mon sujet d'expertise. Moi, je ne m'y connais pas du tout en brevet.
le brevet, c'est aussi un sujet extrêmement complexe. Je pense que je n'y suis pas allé parce que ça m'a paru plus complexe que la marque. Quoique. En tout cas, on peut déposer marque, brevet, on peut déposer des dessins et modèles, on peut déposer des œuvres littéraires, on peut déposer des choses qui relèvent du savoir-faire artisanal, etc. Des choses un peu abstraites. Et en tout cas, ce qu'on ne pourra jamais déposer, c'est une idée. Gardez bien en tête qu'une idée n'est pas protégeable. Vous ne pouvez pas avoir le monopole sur une idée. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'appelle, je ne sais pas comment dire, par exemple, je m'appelle Netflix, on va le voir tout à l'heure. Ou même juste une idée. Si, par exemple, vous voulez, vous avez une idée, vous voulez faire en sorte que quand vous ouvrez une boîte avec une balle de golf, et ça, une entreprise, ça a été la première marque olfactive déposée, c'était la marque de l'herbe fraîche, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. C'était le descriptif du dépôt de marque, une marque olfactive. Et donc, effectivement, vous deviez sentir le green, le gazon du golf, en fait. Voilà. Et en fait, et donc, ça, c'est une idée. Et en fait, l'idée de mettre dans une boîte un parfum peut être prise ailleurs. On ne peut pas protéger l'idée de mettre un parfum dans une boîte. Par contre, on peut déposer l'odeur elle-même. On peut déposer la boîte, on peut déposer la marque de la boîte, etc. Mais on ne peut pas protéger l'idée. Donc, effectivement, le parfum Chanel peut être à la fois breveté et à la fois protégé sur les marques, sur le terrain des marques. Alors, j'adore cet exemple de marque de mouvement parce que je suis un gros consommateur de Netflix, peut-être comme vous. Et Netflix a changé son logo il y a quelques temps. Et donc là, vous avez un extrait du jingle de Netflix. Donc Netflix, vous avez à la fois potentiellement, vous pouvez protéger la marque sonore, le tadin qui ponctue, en fait, finalise le logo animé. Et vous pouvez protéger le logo animé. Donc en fait, toutes ces stries comme ça de couleurs avec les bandes rouges comme qui forment la lettre N, c'est une marque de mouvement que vous pouvez protéger. Alors, non, pas une marque de mouvement, une marque, pardon, de multimédia. C'est une marque multimédia. La marque de mouvement, c'était ça. Là, on est sur une marque multimédia qui protège l'animation, la musique et les couleurs, l'image, etc. Et puis enfin, vous avez les marques de position. Donc, par exemple, sur des baskets, représenter un élément graphique à cet endroit-là, avec cette forme-là, sur cette position-là, vous pouvez protéger ça. Donc, ça, c'est assez intéressant. Imaginez, par exemple, que vous soyez viticulteur et que vous vendiez du vin. Et en fait, vous décidez que l'étiquette de la bouteille de vin, vous savez, dans une bouteille de vin, l'étiquette, la plupart du temps, elle est au milieu de la bouteille. Eh ben, vous pouvez être malin, vous pouvez être viticulteur et vous dites, tiens, bah, l'étiquette, elle sera toujours en bas de la bouteille. Eh ben, vous pouvez protéger la position. Voilà. Et demain, si vous avez quelqu'un qui veut mettre une étiquette au milieu, dans le domaine des boissons, et même pas que le vin, les boissons en général, eh ben, vous pouvez l'attaquer et lui dire, non, 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 non. Ça, c'est nous, en fait. C'est notre marque. C'est notre marque de position. Alors, je vais vous donner un exemple fictif. J'ai imaginé un exemple fictif l'année dernière, donc je vous le partage à nouveau. Parce que moi, en fait, tout ça, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné l'idée de créer des marques, ce que j'appelle des marques multisensorielles. Donc, on va imaginer un scénario. Parce que jusque-là, la toute-puissance était donnée à la marque figurative et maintenant, on voit qu'on peut créer plein de marques sensorielles. Oui, oui, oui. Donc, ça marche, Martin. Au revoir. Et puis, il y aura le replay. Il y aura le replay donc, que vous recevrez dans un jour ou deux. Et je t'invite à ne pas oublier à couper la visio, Martin. Qu'est-ce que ça pourrait donner? XL Story, c'est un escape game. Ce serait un escape game que j'ai imaginé. Donc, cet escape game, qu'est-ce qu'on pourrait déposer comme marque? Donc, on pourrait déjà déposer la marque verbale XL Story. XL Story, c'est le nom qu'on aurait validé.
Donc, on peut déposer Excel Story en marque verbale. Ensuite, en marque figurative, on pourrait imaginer qu'on a une mascotte qui est une panthère zébrée, bleue et noir. Et, alors, ce n'est pas bleu et noir, c'est oui, c'est ça, violette et noir. Et donc, on va la retrouver partout sur tous les supports de communication. Et donc, on peut déposer une photo, une image de la panthère violette et noire zébrée, et on va la déposer comme marque figurative. Ensuite, quand vous entrez dans le hall de l'escape game, quand vous entrez dans le hall d'entrée, on va faire en sorte de vous diffuser une odeur de mur boisé et une fragrance particulière qu'on aura fait faire sur mesure. Et bien là, on va la déposer comme marque olfactive. Ensuite, on va donner aux participants un bonbon acidulé qui va le plonger dans un univers onirique, enfantin, etc. Et ce bonbon acidulé, on l'aura créé exprès pour l'expérience. Et le goût, en fait, le goût du bonbon, on peut le décrire, on peut le déposer comme une marque gustative. En fait, comme pour les parfums, on peut travailler sur le pH. Il y a des grandes marques de parfums qui ont déposé leur parfum à travers des marques figuratives en mettant les spectres au niveau des pH, donc des composantes en fait, chimiques du parfum. On peut faire pareil avec le goût. On pourrait avoir une marque tactile, par exemple, avec le logo gravé avec une gravure de métal sur du bois qu'on donne sur les badges pour les joueurs. On pourrait aussi déposer ça en marque tactile. Et puis enfin, quand on rentre dans l'espace, quand on démarre le jeu, on pourrait avoir une signature sonore, un jingle avec, par exemple, un rugissement de la panthère. Et ça aussi, on pourrait le déposer comme une marque sonore. Et puis enfin, on pourrait avoir une marque de mouvement. Imaginez l'animateur, lorsqu'il vous accueille, qui forme les lettres X et L à chaque fois qu'il vous voit, qu'il vous dit bonjour. Donc, il vous fait comme ça et vous devez faire la même chose. C'est un code pour rentrer dans l'escape game en guise de signe de bienvenue. Donc, on fait ça. Voilà. Et tout le monde doit faire ce geste-là. Et là, on a une marque de mouvement. Et donc, vous pourriez vous amuser à protéger toutes les marques que j'ai listées. Et là, en fait, on a une expérience totalement immersive. Et c'est là où on revient sur ma définition de la marque et l'ensemble des expériences vécues par la cible à tous ces points de contact. Et vous pouvez combiner tout ça pour créer une véritable expérience de marque. Alors, ma conclusion, c'est avec ce personnage qui s'appelle Crazy, parce que pour moi, c'est une vraie question que je vous partage. En fait, c'est qu'est-ce que ça change dans ma méthode de création de nom de marque. Je vous ai partagé ma méthodologie pour créer un nom de marque que vous pourrez utiliser. Au regard de cette évolution du paquet marque et de ces nouvelles formes de marque, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh ben, en fait, moi, dorénavant, l'année prochaine, je vais travailler autrement. Je vais appliquer ma méthode sur chaque marque sensorielle et je vais proposer à mes clients un concept global pour apporter de la cohérence. Donc, comme je suis directeur artistique créatif en amont, mais je fais aussi du branding, du coup, je vais associer un petit peu tout ça. Et j'ai l'intention de m'associer à des professionnels nouveaux pour qu'on puisse ensemble co-créer des marques sensorielles. Donc, par exemple, sur des marques olfactives, je vais aller travailler avec des créateurs de fragrances, avec des professionnels du marketing olfactif. Pour la marque gustative, je pourrais par exemple travailler avec un pâtissier, avec un chimiste. Pour la marque tactile, je pourrais travailler avec une matériothèque, avec un ébéniste. Pour la marque sonore, je pourrais travailler avec un sound designer, un compositeur. Pour la marque de mouvement, je pourrais travailler avec une chorégraphe, avec une danseuse, avec un vidéaste, etc., etc. Et en fait, je pourrais décupler les séances de créativité pour chaque sens. C'est-à-dire que les séances de créativité qu'on avait imaginées pour le nom, eh ben, on pourrait imaginer des séances de créativité pour chaque marque sensorielle. Et alors là, le champ créatif, il prend son envol. Et là, moi, je pense que je vais beaucoup m'amuser. Et ce que je vous partage là, c'est très innovant. C'est très innovant. Il est probable qu'aujourd'hui, aucun professionnel ne fasse ça aujourd'hui en France. Donc, je ferai partie de ces premiers consultants marketing qui iront explorer les marques multisensorielles.
Et aujourd'hui, puisque le champ juridique nous permet de protéger ça, eh bien, ça nous appelle, ça nous invite à être créatifs là-dessus. Je vous remercie. Je n'ai pas tant débordé que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et donc, si vous avez envie de faire évoluer votre marque ou de créer un nom de marque, eh bien, rendez-vous sur inopegasi.fr et vous avez mes coordonnées. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question avant de se quitter? Moi, je peux être avec vous jusqu'à quelques minutes encore. Ouais. Super. Merci Martine, merci Aurore, merci Laetitia. Merci Frédéric. J'ai une question. Ouais. Les multimarques sensorielles, est-ce que du coup, comment dire, c'est innovateur et tu serais le premier à faire ça. Est-ce que du coup, comment dire, aujourd'hui la législation permet de déposer tout ça en une fois dans une ou plusieurs classes avec une sorte de package? Alors, tu peux reformuler ta question? J'ai été perturbée parce que, attends, je regarde, je reviens tout de suite, j'ai eu un petit souci électrique. Bon, tout va bien, désolé. Ouais, est-ce que tu peux répéter ta question pour reformuler, s'il te plaît? Ok. Ben, j'entends que voilà, tu souhaites créer un nouveau, que tu serais pionnier sur tout ce qui est marque multisensorielle. Oui. Ma question, c'est est-ce que aujourd'hui la législation permet de déposer toutes ces marques multisensorielles en un seul et du coup d'avoir un… Non. La réponse est non. Donc, il faut à chaque fois poser une classe, une forme, une identité. Salut Martine, à bientôt, merci. Tout à fait, Waisin. Et c'est pour ça que c'est onéreux. Oui, puisqu'effectivement, tu peux pas packager. Tu peux pas packager. Ce que tu peux packager, c'est la dimension territoriale. C'est-à-dire que tu peux déposer une marque française, mais tu peux décider de déposer ta marque dans quelques pays de l'Union européenne. Mais tu peux aussi décider, et en général c'est assez avantageux, de déposer ta marque comme marque de l'Union européenne. Et là, du coup, tu as une vingtaine de pays protégés en un dépôt de marque. Mais ça peut être assez vicieux parce que tu peux avoir des nouveaux problèmes spécifiques à cette stratégie. Ouais, c'est un peu des tireurs et c'est la boîte de Pandore. C'est ça, c'est ça. Et en fait, je connais des marques, par exemple, le directeur des marques de L'Oréal me disait que, voilà, par exemple, il a déjà vu le cas d'un projet de dépôt de marque où en fait, il y a un seul pays, par exemple, tu veux déposer une marque de l'Union européenne et tu as l'Italie, en fait, qui pose problème parce qu'il y a une marque similaire antérieure. Ouais. Bah, soit en fait, tu prends le risque, tu y vas et tu déposes ta marque et tu sais que probablement tu vas t'attaquer et du coup, tu es prêt à y aller. Ouais. Soit en fait, bah, tu n'y vas pas et du coup, bah, tu es obligé de déposer la marque dans tous les pays et finalement, tu dois mettre dans la balance ce qui est le plus risqué, ce qui est le plus coûteux. Ouais, c'est un travail de titan quand même si on veut être… Oui, c'est un travail de titan, c'est un budget de titan et c'est pour des entreprises de grande taille. Ouais, ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention riche. Super, merci. Merci. Bon, bah, écoutez, je vous propose d'en rester là. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir sur cette conférence. Et puis bah, pour certains d'entre vous, on se connaît bien, donc on se dit à plus tard. Merci, je vous Frédéric. embrasse et puis je vous dis à bientôt. Oui, merci à toi. Bonne journée à tout le Bonne monde. journée à tous et à toutes. Bye. Ciao. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Salut, Aurore. Salut.